Monsieur le doyen, madame la directrice adjointe de la direction des affaires criminelles et des grâces, mesdames et messieurs les professeurs d'université, chers étudiants, mesdames et messieurs, et surtout, chère Arytnie, chère Carole. D'abord, c'est pour moi un immense honneur, un immense plaisir également d'introduire les travaux de ce très beau colloque intitulé « Les violences de l'intime », qui a été co-construit, ça a été rappelé, avec l'Institut de droit éthique et patrimoine de l'Université Paris-Saclay, que je remercie encore, et l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Je tiens évidemment à remercier à mon tour particulièrement Arytnie Matsopoulou et Carole Ardouin-Le Goff. Vous avez rappelé une partie d'une histoire, une rencontre. Et je dois vous dire, à mon tour, vous l'avez rappelé le contexte, je ne vais pas y revenir, mais effectivement, on s'est rencontrés au cours de ce qu'on appelle une audition parlementaire. Un exercice un peu obligatoire quand on est parlementaire, parce que pour faire la loi, on aime bien aller prendre des avis, surtout sur des sujets aussi discutés, sur des sujets aussi brûlants. Et on avait pris connaissance avec mon équipe de quelques publications d'Arytnie et de Carole qui nous avaient beaucoup intéressés. Et nous nous sommes dit, nous allons faire une table ronde avec plusieurs universitaires. C'était la période Covid, on l'a fait évidemment en visio, comme tout le monde. On a parlé d'âge de consentement, on a parlé de prescription glissante, des sujets effectivement passionnants. Alors nos discussions, elles ont été vraiment d'une telle richesse qu'effectivement, quand la visio s'est éteinte, nous nous sommes dit avec mon équipe, ils ne vont pas en rester là. On a là des personnes, là du fait que vous avez ici, de professeurs qui sont particulièrement compétentes, mais qui ont plus que ça, c'est parce qu'elles sont engagées et qu'elles ont compris que le droit pénal doit être au service aussi de la démocratie et de la société. Et ça, c'est très intéressant. D'autant que grâce à leur pédagogie, elles m'ont permis de comprendre parfois des subtilités. Et je dois vous remercier pour une chose, mesdames, c'est que vous m'avez beaucoup appris. Et je le dis aussi aux étudiants, tout au long de votre carrière professionnelle, ayez toujours l'humilité d'apprendre. Et je pense que c'est très important. Et oui, j'ai été avocate, oui, j'ai pratiqué le droit, j'ai été parlementaire, mais au cours de nos échanges, j'ai énormément appris et encore aujourd'hui, je me sers de vos enseignements dans tous les travaux et toutes les réflexions que je peux avoir. En tout cas, vous avez vraiment prouvé ce que je vous disais, à quel point le droit et la matière pénale peut et doit accompagner l'évolution de la société. Et les lois dont on parlera sont de bons exemples. Cette matière pénale qui doit impulser des changements tout en préservant les principes inhérents à l'état de droit. C'est ça qui était très intéressant aussi dans nos discussions. Cette matière pénale, toujours qu'il nous faut nourrir de la réflexion universitaire, et ce lien-là, il est précieux. Et il est précieux dans les politiques que nous menons, parce que je trouve que depuis l'université, vous avez un recul qui est très intéressant et une analyse qui nous permet de cheminer avec aussi des considérations parfois plus pratiques. Et vous avez évoqué les discussions parlementaires qui ont pu avoir. Effectivement, l'exercice de la démocratie suppose nécessairement du consensus, ou tout au moins la recherche du consensus quand cela est possible. Et c'est vraiment cet exercice de mettre en face des principes de droit que nous devons collectivement préserver. Je sais que je parle du contrôle de la directrice adjointe de la DACG, tout en permettant des évolutions, évidemment, dans le cadre de ces grands principes. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement important, les violences de l'intime, violences de l'indicible, qui sont aujourd'hui, fort heureusement, traitées comme un véritable sujet de société. Nous savons tous ici que ce n'a pas toujours été le cas. Il aura fallu de longues luttes, depuis les plaidoyers de Gisèle Halimi jusqu'au mouvement MeToo, en passant par le Grenelle des violences conjugales, pour en arriver à ce stade. La société, comme le droit, a évolué pour mieux réprimer les auteurs, mais surtout mieux protéger et accompagner les victimes. Comme ailleurs en Europe, notre pays a connu de grandes avancées législatives pour mieux qualifier les violences de l'intime et encore une fois pour mieux protéger les victimes. L'un des premiers textes, évidemment, a été la loi Schiappa du 3 août 2018, je parle de grand texte récent, mais avant évidemment, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il y a ensuite eu d'autres lois, et notamment, vous l'avez évoqué, la loi Billon du 21 avril 2021, qui nous avait beaucoup occupé et qui vous avait pris, je le sais, beaucoup de temps sur vos emplois du temps respectifs. Il y a eu là aussi la loi du 18 mars 2024, très intéressante, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes, co-victimes, qu'il faut évidemment prendre en compte. Ces textes ont permis de nombreuses avancées et
je dirais que les principales avancées pour moi sont d'abord l'amélioration de la répression des auteurs, mais aussi une meilleure protection des victimes, mais aussi ça a permis de lever de nombreux obstacles qui parfois entravent encore, le parcours des victimes, qui trop souvent nous expliquent qu'en plus de l'enfer des violences, elles ont dû affronter le dédale kafkaïen des procédures judiciaires. En parallèle de ces évolutions législatives, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les avocats et même les élus locaux, je pense aux maires, se sont beaucoup mobilisés et se sont formés. De plus, la prise en compte de l'emprise, du psychotraumatisme, les discussions sur le contrôle coercitif démontrent que le droit se nourrit également de la science, des neurosciences, de la psychologie, pour améliorer la lutte contre ces violences. Ces progrès tiennent aussi à l'investissement des différents ministères concernés par ces sujets. Je le vois chaque jour dans les dialogues que nous entretenons au sein de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, que j'ai l'honneur de diriger. Un des aspects importants du mouvement de progression qu'on a évoqué est la prise en compte de tous les degrés de violences sexuelles et sexistes, car il existe un véritable continuum de ces violences. Et je m'en souviens parce que lors des discussions parlementaires de la loi du 3 avril 2018, de la loi Schiappa, on avait eu certains débats lorsque, avec Marlène Schiappa, nous avions proposé la création du délit d'atteinte à l'intimité de la personne, qui est désormais prévu à l'article 226.3.1 du Code pénal. Et à cette époque, certains ont accueilli notre proposition avec beaucoup de circonspection, parfois même pour certains avec un peu de mépris, je dois le dire. Et la question était posée, mais finalement, quel est l'intérêt de prévoir encore une nouvelle infraction relative au fait de filmer sous les jupes des femmes ? Eh bien, je crois qu'une affaire récente illustre que finalement on avait sans doute raison. C'est cette infraction qui a fondé l'interpellation d'un certain monsieur Pellicot. C'est cette infraction qui a permis de mettre un terme à l'enfer vécu par Gisèle Pellicot, qui est devenue, vous le savez, un symbole de la lutte contre ces violences. Parce que finalement ces violences de l'intime, elles se déclinent dans de multiples dimensions. Nous devons les considérer comme étant liées les unes aux autres. Depuis l'outrage sexiste jusqu'au féminicide, depuis les violences sexuelles en ligne jusqu'à l'inceste, depuis les violences sexistes jusqu'aux violences sexuelles. C'est comme cela que nous ferons avancer nos représentations et nos capacités aussi de répression. Vous ayant dit ça ne veut pas dire que le combat est définitivement gagné. Évidemment pas. Au contraire, le chemin à parcourir reste immense en la matière, et c'est un chemin qui ne pourra être que collectif, car ces violences sont l'affaire de toutes et tous, sont l'affaire de nous tous. Il nous faut donc toujours progresser, mais aussi veiller à ne pas reculer. Ce qui se passe dans le monde, notamment aux États-Unis, nous enjoint à ne pas laisser défaire les progrès acquis, d'autant que les violences sexuelles et sexistes demeurent un fléau dans notre pays. Et ça, c'est aussi de votre responsabilité pour les futurs professionnels du droit que vous serez. Toutes les enquêtes statistiques réalisées confirment l'ampleur considérable du phénomène. Elles révèlent aussi la grande faiblesse du taux de dépôt de plainte, comme du taux de condamnation, même si l'on note un infléchissement réel ces dernières années grâce au mouvement de libération de la parole, ou devrais-je plutôt dire de libération de l'écoute. Toujours est-il que les débats juridiques sur le sujet sont riches, et la prise en compte de ce fléau est évidemment un signe très rassurant. Je suis d'ailleurs très heureuse que nous puissions en discuter aujourd'hui ensemble, car parler, penser, prendre conscience de l'ampleur du phénomène, c'est déjà avancer. C'est aussi apprendre à mieux accueillir, mieux entendre, mieux accompagner les personnes victimes des violences de l'intime. C'est le cœur de l'engagement de la délégation que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, et notamment à travers certains projets où l'enjeu est de faciliter le parcours des victimes. On a d'ailleurs un projet, qui à ce stade est encore un projet, de guichet unique pour les victimes, pour justement faire en sorte qu'elles soient moins confrontées à ce qu'elles déclarent souvent comme être un parcours du combattant, pour briser ce terrible sentiment de solitude dont elles font trop souvent témoignage. Plus que jamais, il est essentiel pour les aider à surmonter ces drames de mieux considérer aussi leurs paroles, parfois de ne pas les juger, et de leur apporter la reconnaissance nécessaire, et surtout, comme je vous l'ai dit, de ne pas les laisser seuls. Enfin, je souhaiterais partager avec vous une conviction un peu plus personnelle. C'est celle que si la loi doit beaucoup, la loi ne pourra pas tout pour lutter contre les violences de l'intime. C'est parfois difficile à dire, c'est parfois difficile à comprendre, et quand j'étais parlementaire, on m'interdisait parfois de dire cette phrase, mais je le pense vraiment. Je pense que la loi ne peut pas tout. Je crois que si on veut lutter contre ces violences,
c'est aussi par la mobilisation citoyenne, par une mobilisation collective, par une prise de conscience, de faire en sorte de construire communément une société de l'égalité, qui promeut l'égalité, qui promeut aussi une non-tolérance à l'égard de la violence, quel que soit d'ailleurs son niveau ou son degré, mais aussi un combat pour l'éducation, pour la prévention. On parlera beaucoup de consentement. L'éducation sur les questions de consentement est quelque chose de primordial. Aux ayant dit ça, et vous remercier encore, et dire encore une fois à Carole et à Ritmi à quel point je les remercie pour tout ce chemin parcouru, vous dire, chers étudiants, que j'ai quand même un regret. C'est celui, lorsque j'étais étudiante, de ne pas les avoir eus comme professeurs, je tiens à le dire. Donc peut-être qu'un jour, je viendrai m'inviter dans un de vos cours, si vous m'y autorisez. Enfin, je cède la parole à la directrice adjointe de la DACG, Sophie Macar-Moulin, que je remercie encore une fois. Et quelques mots sur la DACG, parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec la DACG quand j'étais parlementaire. Je suis aujourd'hui déléguée. Et je dois dire que parfois cette direction est mal connue, mais elle est extrêmement précieuse au sein du ministère de la Justice. Vous avez d'éminents juristes au sein de la DACG. Le rôle est précieux. Et je la remercie toujours parce que parfois dans des débats parlementaires très houleux où on perd un peu de vue les grands principes de l'état de droit, parce que je remercie la DACG d'avoir été toujours vigilante et constante sur la préservation des principes fondamentaux du droit pénal et plus largement de notre état de droit, tout en ayant un esprit en tout cas constructif et en comprenant les évolutions de la société. Je tiens aussi à vous dire que Laureline Pierrefitte m'avait répondu de suite favorablement quand je lui ai proposé de venir. Elle a vraiment un impératif important et elle s'en excuse encore.